inéluctable, la mort pose un défi à l'homme depuis l'aube des temps. Passage vers un autre monde ou point final de toute forme de vie, réalité à laquelle personne n'échappe et de laquelle personne ne revient. La mort est l'un des piliers de nombreux fondements religieux. L'homme est-il doté, comme le prétendent les religions, d'une âme immortelle? Ce concept basé sur la foi s'est heurté à l'approche scientifique, mais voilà que la science se trouve confrontée à son tour à des observations assez troublantes. Depuis quelques mois, Gilles Bédard est hospitalisé. Une grave inflammation du système digestif le ronge littéralement. À 3 reprises déjà, il a frôlé la mort et les médecins le jugent trop faible pour être opéré. Autour de lui, les gens affichent un air confiant, mais tous craignent de le voir partir d'un jour à l'autre. Un soir, le médecin de service lui rend visite. Il porte une attention particulière à ses signes vitaux, jette un coup d'œil aux différents appareils et moniteurs, puis il tourne le dos. Les yeux mi-clos, Gilles Bédard ne le voit déjà plus, du moins plus de là où il se trouve. Brusquement, sa conscience s'est dissociée de son corps physique et flotte dans la chambre. Pour Gilles Bédard, un voyage fantastique est sur le point de commencer. La conscience et le corps physique forment-ils une seule et même entité? Et si la conscience n'est pas tributaire de la chair, est-elle le siège de l'âme? À en croire les statistiques, entre un tiers et la moitié des rescapés d'une mort clinique auraient fait l'expérience d'une mort imminente. Parmi les plus célèbres de ces survivants, mentionnons les acteurs Elizabeth Taylor, Eric Estrada, Peter Sellers et Shirley MacLaine, devenue une véritable ambassadrice des phénomènes de l'âme. Qu'est-ce que le NDE? Bon, en anglais, ça réfère à Near Death Experience. En français, on parle plutôt d'expérience de mort imminente. Donc, c'est une expérience où il y a un ensemble d'éléments associés, parfois qui survient lors d'un état proche de la mort clinique ou en état de mort clinique. Ça comprend un ensemble de caractéristiques dont les plus courantes, par exemple, c'est l'impression de sortir du corps, les perceptions donc sensorielles ou extrasensorielles au niveau sur le plan auditif, sur le plan visuel, par exemple. Également, souvent, l'impression de traverser à grande vitesse un tunnel, de rencontrer des parents décédés. Et aussi, très souvent, la lumière ou un être de lumière, un être intelligent qui dégage l'amour inconditionnel. Dans la plupart des cas, ces expériences sont perçues comme idylliques, paisibles et harmonieuses.
3% des cas, cependant, l'expérience est décrite comme négative et déplaisante, une vision plus proche de l'enfer que du paradis. Dans son ouvrage, l'auteur Jean-Baptiste Delacour raconte l'expérience vécue par l'acteur Kurt Jurgens lors d'une délicate intervention chirurgicale. Après un arrêt cardiaque, le célèbre interprète de Michel Strogoff serait sorti de son corps pour se retrouver entouré de visages déformés et grimaçants. Autour de lui tombait une pluie brûlante dont les gouttes se transformaient en langues de feu. C'est à ce moment-là qu'il aurait rencontré une femme, toute de noir vêtue, qui se serait présentée à lui comme étant la mort. Derrière elle s'ouvrait un monde d'où montaient des plaintes et des lamentations. Pour l'acteur, ce voyage dans l'au-delà a été des plus effrayants. Heureusement, ces expériences négatives sont l'exception et non la règle. Le best-seller du docteur Raymond Moody, La vie après la vie, a bouleversé la vision occidentale de la mort. Aujourd'hui, le phénomène des morts imminentes fait l'objet de très sérieuses recherches. Et si les académiciens ne s'entendent toujours pas sur la nature réelle de ces expériences, tous reconnaissent qu'elles méritent l'attention de la science, voire une réponse. La recherche de Moody consistait à poser des questions, interroger des gens qui avaient vécu des états de mort clinique pour être capable finalement de décrire l'expérience qui était vécue dans cet état-là. Alors, il y a eu plusieurs autres chercheurs dans la même veine, comme Kenneth Ring, par exemple, qui se sont mis aussi à investiguer ces phénomènes-là en posant des questions, donc en interviewant des gens qui auraient vécu ces expériences-là. Pour ceux et celles qui ont vécu une mort imminente, ce désir de comprendre devient souvent la quête d'une vie. Mais suspendu au plafond de sa chambre d'hôpital, Gilles Bédard, lui, ne se pose pas de questions. Il n'a même pas encore réalisé ce qui lui arrive. Comme s'il levait les yeux à 90 degrés, il voit en face des êtres de lumière installés en demi-cercle. Je savais pas que c'était des êtres de lumière à ce moment-là. C'est 4 ans avant l'apparition du livre de Moody. Donc, c'était un milieu qui, pour moi, à 20 ans, était totalement inconnu. Et puis, dans mon petit grain de sable, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on m'a dit. Tu meurs pas, tu as des choses à faire, tu retournes sur la terre. C'était correct avec moi, tu sais. J'ai parlé souvent à des gens en consultation, puis souvent les gens sont comme tourmentés parce qu'ils veulent pas retourner. Mais en même temps, c'était pas des gens qui m'étaient familiers. C'était pas de la parenté, c'était pas des familles, c'était pas mes guides, c'était pas les 12 apôtres. Souvent, on a demandé parce qu'ils étaient 12. C'était-tu les 12 apôtres? Non. Lorsqu'on m'a dit, bon, faut que tu retournes sur la table, je leur ai dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis on m'a dit, ben lorsque ce sera le temps, tu le sauras. Et tout à coup, il y a eu un silence et j'ai senti, c'était à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, c'était partout dans l'univers. C'était comme, et j'ai entendu un son, comme une musique, mais c'était beaucoup plus comme une respiration, si vous voulez. C'est comme la respiration de l'univers, le souffle de Dieu, ou selon qu'on l'appelle. C'était à la fois serein, harmonieux, mais très puissant. Et à ce moment-là, j'ai entendu « be the sound », c'est-à-dire « sois le son, deviens le son ». Tout à coup, je me suis réveillé dans mon lit. Et le feeling, c'est que c'est comme quand tu rentres dans un costume d'homme grenouille ou encore dans des jeans quand tu viens de laver puis ils sont pas tout à fait secs. Ils sont plus petits que ton poing. C'est vraiment ça. Fait que donc, cette espèce de compression, si vous voulez, au niveau dans le corps. Comment peut-on objectiver des visions qui ne restent accessibles qu'aux mourants? Et si ces visions sont un aperçu de l'après-vie? Sont similaires pour tout le monde. Si la mort est la fin de la vie,
La grande question est donc, à quel moment précis cette mort intervient-elle? Si la question est simple, la réponse l'est beaucoup moins. Ce qu'on accepte comme critère maintenant au niveau de la mort clinique, c'est bon, d'abord le G qui est plat, mais également, évidemment, plus de réaction au niveau de la rétine et aussi plus de réactivité au niveau de la partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral, qui est situé à la base du cerveau. Puis ça, c'est le centre de contrôle des fonctions vitales, comme la respiration, le rythme cardiaque, etc. Donc, c'est ce qu'on considère maintenant comme étant les critères principaux de la mort clinique. Par contre, même si on ne peut pas mesurer d'activité cérébrale avec le EEG, le EEG, c'est une technique qui, quand même, qui mesure l'activité électrique, mais de façon relativement grossière. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on considère qu'un individu est cliniquement mort, puis qu'il n'y a plus de réactivité au niveau du tronc cérébral et tout ça, c'est des mesures qui sont pas très, très fines, subtiles. Il se pourrait que, même si on pense que l'individu est mort cliniquement, qu'il y a une espèce d'activité résiduelle, microélectrique ou biophysique d'une autre sorte, qui est toujours présente. Mais ça, avec les outils dont on dispose actuellement, on ne peut pas le dire, on ne peut pas savoir ça. Le problème avec les visions de l'au-delà, c'est qu'il est très difficile de savoir à quel moment le voyage se produit. En fait, si le voyage se produit dans les secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on comprend que le cerveau, toujours fonctionnel, peut très bien générer des images qui seront par la suite interprétées par l'expérienceur, c'est le nom que l'on donne aux survivants des NDE, comme étant des images de l'au-delà. On comprend que ces images-là ont beaucoup plus été générées par l'en-dedans que par l'au-delà. Autre problème, le cocktail pharmacologique. On comprend que lorsqu'un sujet est amené à l'hôpital, souvent dans un trauma, il est pris en charge par une équipe médicale qui va lui administrer tout un cocktail de médicaments. Et souvent, on retrouve là-dedans des psychotropes, des hallucinogènes, qui, eux, évidemment, vont générer des images, mais sont réellement des images de l'au-delà. Et puis, dernier phénomène très important avec les NDE, c'est le phénomène de l'anoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène au cerveau après un trauma, ce qui se produit assez fréquemment. Par exemple, les gens qui feront un arrêt cardiaque, évidemment, il va y avoir un problème d'alimentation au niveau de l'oxygénation cérébrale. Et ça, par exemple, la psychologue Susan Blackmore a proposé que, au niveau de la partie visuelle du cerveau, ça crée un phénomène, une espèce de phénomène d'impression de tunnel. Donc, on perd un peu la périphérie, puis bon, la vision devient de plus en plus centralisée. Et on voit de la lumière. Ça serait dû à une surstimulation du cortex visuel qui est en train de manquer d'oxygène. Donc, les neurones sont en train de mourir, finalement, à cette région-là. Ça pourrait expliquer, en tout cas, cette partie-là, puis aussi peut-être l'impression de sortir du corps. Donc, il y a une perturbation au niveau de la perception visuelle de l'environnement. Si les expériences de mort imminente ne sont que des visions nées de notre propre imaginaire, comment on arrive à expliquer les étranges similitudes entre elles? Le scientifique américain Kenneth Ring a relevé 5 stades récurrents dans ce type d'expérience. Le canevas type proposé par Ring au sujet des NDE, bon, d'abord, dans un premier temps, il y a le sentiment d'apesanteur et puis le bien-être aussi, donc sur le plan émotionnel. Ensuite, il y a l'impression de quitter le corps physique, donc une sortie hors du corps. Et là, l'individu peut, dans cet état-là, percevoir l'environnement au niveau visuel. Il y a quand même garde des capacités sur le plan aussi auditif et autres. Ensuite, très souvent, les individus ont l'impression d'être aspirés par le vide ou traverser à grande vitesse un tunnel. Et dans un quatrième temps, ils vont être enveloppés à l'autre bout du tunnel par une lumière. Une lumière qui très souvent dégage un amour que les gens vont dire un amour inconditionnel. Et finalement, il y a souvent une rencontre qui se fait, une rencontre personnalisée avec pas simplement la lumière, mais un être de lumière. On réfère souvent à un être de lumière qui est un être intelligent, bienveillant, et qui dégage un amour inconditionnel, total. Et très souvent, les individus vont associer cet être de lumière-là au concept de Dieu.
L'expérience de mort imminente n'inclut pas forcément toutes ces étapes. Certains sujets ne se rappelleront pas, par exemple, s'être vus flottant au-dessus de leur corps ou d'être passés par le tunnel, mais lorsque l'une ou l'autre de ces étapes est franchie, elle ne varie presque pas dans les témoignages, sauf pour le dernier segment. L'étude de ces expériences montre également que ces étapes sont indépendantes de la religion, du niveau intellectuel, du sexe, de l'âge ou encore des circonstances qui ont conduit le patient à l'expérience. C'est l'interprétation qu'il fera de ces événements qui sera colorée par ses convictions. Les gens appartenant à la tradition judéo-chrétienne vont associer l'être de lumière à Jésus, par exemple, ou à Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, par exemple, chez les Juifs, alors que chez des Orientaux, par exemple, on va associer la lumière au Bouddha. Mais la phénoménologie de l'expérience, l'aspect subjectif de l'expérience est extrêmement semblable. Chez des personnes qui sont aveugles de naissance, c'est des travaux qui ont été faits par Ring. Ring a étudié à peu près une trentaine de ces cas-là. Ces gens-là sont capables de, par exemple, lors de la sortie du corps, vont être capables d'identifier leur propre corps physique. Donc, vont savoir que c'est leur corps à eux. Dans certains cas, ils ont décrit des éléments dans l'environnement qui ont pu être authentifiés par la suite. Ces gens-là, qui sont aveugles de naissance, disent que c'est une perception, mais c'est une perception qui est pas sensorielle comme la perception visuelle habituellement chez les sujets voyants, mais c'est une impression ou un processus intuitif où les gens savent identifier les objets, les éléments dans l'environnement. L'expérience n'est pas non plus influencée par les attentes du sujet. Un quinquagénaire va décrire le même type d'expérience qu'un enfant de 5 ans. Seul le vocabulaire varie. En 1980, à la suite de complications pulmonaires, le petit Eric, 12 ans, a passé plusieurs jours entre la vie et la mort. Il s'est ensuite confié à une psychologue quelques semaines seulement avant de mourir. Pendant ce temps-là, j'étais au ciel. Puis avec mon lit. C'était assez dur. Avec quoi? J'étais dans mon lit. Là, j'ai vu mon grand-père qui me tenait la main. Puis il m'a dit, tu vas guérir. Puis j'ai vu Dieu, là, il était devant moi, devant du lit. Il m'a pas parlé, mais je savais qu'il me disait que j'allais retourner sur Terre et que j'allais guérir. Puis là, je suis revenue. Puis après ça, tout a bien été. J'ai pas eu de problème. Je suis revenue. Puis les médecins ont été bien surpris de ça. Si l'on se réfère à la classification établie par Kenneth Ring, seule la deuxième étape de l'expérience de mort imminente est susceptible de contenir des éléments pouvant être objectivés par la science. Si un patient rapporte qu'il a vu une équipe médicale se livrer à des manœuvres de réanimation sur son corps, ou s'il est en mesure de résumer une conversation qui s'est déroulée durant sa mort clinique, l'hypothèse d'une simple hallucination pourrait être exclue. L'anthropologue Shelley Rabinovich est aujourd'hui professeur à l'Université d'Ottawa. À l'âge de 16 ans, elle est victime d'une grave réaction allergique à un médicament. Ses parents la conduisent rapidement à l'hôpital. Elle est aussitôt placée aux soins intensifs pour la nuit. C'est le lendemain matin que l'adolescente va vivre la plus transcendante expérience de sa vie. Je me suis réveillée sans panique, sans douleur, comme si je mesurais simplement un autre fait objectif, comme lorsque vous constatez que vos yeux sont un peu pâles ou que vos pieds sont au bout de vos jambes. Parfaitement consciente, mais avec ce même niveau de détachement que j'étais en train de mourir. J'étais assise et je flottais en l'air. La chambre était chaude, je dirais plutôt l'endroit, car ce n'était pas une chambre, mais plutôt une grotte. Chaude, brillante,
Et je savais qu'au-dessus de mon épaule, il y avait cette source de lumière et de chaleur que j'appellerais Dieu. Car lorsque j'ai vécu cette expérience, j'étais une jeune fille de 16 ans, d'origine juive, qui habitait à Montréal. En présence de cette entité de lumière, Shelley, qui a toujours été l'objet des moqueries des autres enfants, comprend qu'elle est placée devant un choix, celui de vivre ou de partir. J'étais consciente que si je me retournais pour embrasser cette présence, il y aurait quelque chose de très beau et que je n'aurais plus besoin de me livrer à tous ces efforts et à tous ces combats pour exister, comme nous le faisons tous. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, je ne peux pas. Ça va tuer mes parents. Ils avaient travaillé dur pour avoir leurs 2 enfants. Ma mère avait eu des problèmes de fertilité. Cela allait ébranler ma sœur pour le reste de sa vie. Et cet instant a été comme une véritable épiphanie. Comme si j'avais subitement acquis une conscience inébranlable que j'étais ici pour réaliser quelque chose, que j'avais un travail à faire, une mission. Shelley Rabinovitch va mettre plus de 20 ans avant de trouver une signification à cette extraordinaire expérience, ce voyage aux frontières de la mort. Je ne suis pas prête à croire que je suis appelée à un grand destin, mais je crois que je vais être la compagne, le centre dans la vie de quelqu'un qui réalisera quelque chose d'important. Les histoires comme celle de Shelley Rabinovitch sont fréquentes. Alors, si l'on accepte que ces souvenirs se soient réellement déroulés, il reste quand même difficile à expliquer. Certains critiques croient que, pendant la mort clinique, le cerveau demeure capable d'enregistrer des bribes de conversation que le sujet peut ensuite reconstituer à son réveil. Mais que vaut cette explication lorsque le sujet raconte des événements qui se sont déroulés dans d'autres pièces ou dans des lieux auxquels il n'avait pas accès? Le problème avec les informations obtenues lors de ces sorties hors corps, c'est bien sûr de pouvoir vérifier le contenu de l'information. Si en théorie, tout ça semble objectivable, on comprend qu'en pratique, c'est plus difficile parce que souvent, l'expérienceur va raconter des événements souvent très anecdotiques et son témoignage est souvent pris des jours, voire des semaines après l'expérience. Donc, à ce moment-là, ça devient très, très difficile de confirmer ça. Mais des confirmations semblables existent. Considérons cette histoire. En 1991, Jean-Pierre Parent, un homme d'affaires de Joliette au Québec, est victime d'une hémorragie cérébrale. Il est conduit de toute urgence à l'hôpital. Malheureusement, on ne peut rien pour lui. Le médecin de garde ne peut que constater la mort cérébrale de son patient et fait placer le corps en disponibilité pour les prélèvements d'organes. Pourtant, Jean-Pierre Parent a tout à fait conscience de ce qui se passe autour de lui. Je me souviens d'une conversation qui s'est tenue au pied de mon lit de l'hôpital Saint-Luc entre le neurochirurgien qui s'occupait de moi, Philippe Couillard, et mon frère Yvon, qui est médecin, qui était venu prendre de mes nouvelles. Et je me souviens très clairement d'une conversation qui s'est tenue au pied de mon lit entre le docteur Couillard et mon frère Yvon, où on parlait que l'hémorragie que j'avais était fatale et incontournable et qu'on aurait peut-être enclenché des manœuvres de cueillette d'organes dans quelques heures si je récupérais pas. Et ça, je m'en souviens. Les propos entendus ce jour-là par Jean-Pierre Parent, alors qu'il était pourtant en état de mort cérébrale, ont été confirmés par son frère, son praticien et par les notes inscrites dans son dossier. Ces témoignages où les sujets en cause, morts selon nos standards scientifiques, arrivent à décrire des événements impossibles à imputer au sens physique, sont un véritable pavé dans la mare des rationalistes. Comment continuer de croire que les expériences de mort imminente ne sont que des hallucinations? La conscience peut-elle survivre à la mort physique? Le cas le mieux documenté concernant la perception donc extrasensorielle en état de mort clinique, là, de mort cérébrale, c'est celui d'une dame qui s'appelle Pam Reynolds, qui est une musicienne à Atlanta. C'est une dame qui souffrait de ce qu'on appelle un anévrisme à la base du tronc cérébral. Donc, l'anévrisme menaçait de se rupturer à tout moment et sa vie était menacée. Et elle a entendu parler d'un neurochirurgien à l'Institut Barrow à Phoenix, en Arizona, qui, lui,
pour arriver à opérer ce genre d'anévrisme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il plonge l'individu, il arrête le cœur, il stoppe la circulation sanguine, draine le sang du cerveau et il abaisse la température corporelle aussi pour préserver les cellules, par exemple, cérébrales, pour les maintenir. Donc, ce qui est fascinant dans son cas, c'est que on a monitoré aussi l'activité cérébrale avec un EEG. Donc, lorsque le cœur arrête, en général, l'activité électrique du cerveau cesse entre 10 à 20 secondes à peu près, maximum. Donc, on sait que son cerveau ne fonctionnait plus. On a aussi présenté des sons de façon auditive pour vérifier qu'il n'y avait plus de réponse au niveau du tronc cérébral. Donc, alors, on sait qu'il n'y avait plus vraiment aucune activité cérébrale. Le cerveau était comme non fonctionnel. Il était comme en état de mort clinique, finalement. Et dans cet état-là, la dame a eu l'impression de, au bout de quelques instants, sortir de son corps et elle a pu décrire beaucoup d'éléments dans son environnement, dont les instruments chirurgicaux qui étaient utilisés, des instruments extrêmement spécifiques dans ce genre de procédure-là. Elle n'avait aucune connaissance de ces instruments-là. Elle a pu les dessiner. L'intervention a réussi. Et après coup, on a pu vérifier que l'information qu'elle rapportait sur le plan visuel était exacte. Elle a aussi rapporté des dialogues entre le neurochirurgien, les infirmières, cardiologues qui étaient présents. Et également, elle a eu l'impression de voyager le long d'un tunnel, de rencontrer des amis, de la parenté décédée, et finalement de rencontrer l'être de lumière. En 2001, les docteurs Peter Fenwick et Sam Parnia, deux médecins anglais, ont publié les résultats de leur recherche menée auprès de 63 patients ayant été déclarés cliniquement morts suite à un arrêt cardiaque. L'étude a démontré que 56 patients n'avaient aucun souvenir de leur période d'inconscience. Les 7 autres, par contre, gardent un souvenir tout à fait idyllique de cette même période. De ces 7 patients, 4 d'entre eux avaient atteint le stade de l'absence de réaction rétinienne, bref, la mort selon les standards actuels. Les 4 patients en question affirment avoir ressenti une grande paix intérieure, d'avoir vu une grande lumière, d'être entrés dans un autre monde, d'avoir rencontré des êtres mystiques et d'être arrivés à une sorte de point de non-retour, au-delà duquel, s'ils l'avaient franchi, il leur aurait été impossible de revenir. Dans ce cas-là, les docteurs Parnia et Fenwick affirment que le manque d'oxygène ne peut pas être mis en cause puisque leurs patients étaient maintenus en vie par des équipements de survie et que le niveau d'oxygène s'est toujours maintenu à un niveau stable. Ensuite de ça, pour ce qui est du cocktail pharmacologique ou des drogues, encore là, Parnia et Fenwick affirment que si c'était le cas, tous leurs patients, et non quelques-uns, auraient dû avoir ces visions de l'au-delà puisque tous ces patients-là ont eu le même traitement pharmacologique. Évidemment, on peut se demander, mais est-ce que ces expériences-là ont réellement eu lieu au moment de la mort définitive? On sait que lorsque l'on parle de la mort, on parle de l'absence de réaction à la rétine de l'œil. Or, lorsqu'arrive ce stade-là, le cerveau, généralement, ne peut plus produire d'images cohérentes. Or, dans les cas qui nous intéressent, on pourrait comparer ça, par exemple, on pourrait comparer, je dirais, la réaction du cerveau à l'horloge d'un magnétoscope, par exemple. Lorsqu'il y a une panne de courant de quelques secondes, le magnétoscope va garder ses paramètres initiaux. Mais si la panne de courant perdure pendant des heures, évidemment, il faudra reprogrammer notre magnétoscope avec l'horloge, avec son horloge interne et tout ça. Dans le cas de ces morts cliniques, donc ces gens qui avaient atteint le stade de l'absence de réaction à la rétine de l'œil, on peut dire que le cerveau, à ce moment-là, un peu comme notre horloge du magnétoscope, aurait dû être complètement déprogrammé. Et à leur réveil, ces gens-là n'auraient dû avoir qu'un trou noir. Mais au lieu de ça, ils avaient ce souvenir spontané de cette vision de l'au-delà. Et ça ne s'explique pas. Quelle est la source de ces souvenirs? Ont-ils été générés par la conscience? Et si oui, la conscience est-elle une entité indépendante de l'être physique? Le débat scientifique est loin d'être clos, mais pour les survivants d'une mort imminente, ce débat reste futile.
La science moderne exige des théories fondées sur des faits qu'on puisse reproduire en laboratoire. Chaque année, je demande à mes étudiants de se laisser tuer et ramener à la vie pour nous raconter ce qu'ils ont vu. Et c'est étrange, mais personne ne se porte volontaire. Alors, nous sommes coincés avec des anecdotes. Et tant que nous n'arriverons pas à développer une technologie où on pourrait brancher quelque chose sur mon cerveau pour voir à travers mes yeux, à travers mes souvenirs, mais nous ne sommes pas rendus là, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accepter les anecdotes. Pour les patients, l'aspect le plus important de la mort imminente n'est pas la mécanique qui la produit, mais son impact sur la vie des survivants. Les études menées depuis les années 1970 démontrent que pour la majorité d'entre eux, l'expérience de mort imminente a réveillé des sentiments d'empathie et d'une très grande humanité. Ils n'ont plus peur de mourir et leur regard actuel sur la vie n'a plus rien à voir avec ce qu'il était jadis. Cette quiétude intérieure se retrouve aussi chez les survivants qui ont vécu une expérience négative, comme celle de l'acteur allemand Kurt Jürgens. Il y a des cas connus de personnes, par exemple, datées, qui ont eu des expériences qu'on considérait très négatives, mais qui, dans le début de l'expérience de NDE, c'est très négatif, mais finalement, lorsqu'ils se rendent à l'étape de la rencontre avec l'être de lumière, l'expérience, très souvent, va se transformer en quelque chose de très positif qui va laisser des traces, il va avoir des conséquences positives dans la vie d'individus à long terme. Il y a le cas, par exemple, d'un athée là, dont je parle, qui, ça l'a tellement bouleversé que finalement est devenu pasteur suite à son expérience. Au début des années 1990, Daniel Tremblay était toxicomane. Sa consommation de cocaïne l'avait conduit au bord du gouffre. Un soir, il absorbe une forte dose de médicaments qu'il mélange à de l'alcool. Il tombe presque aussitôt dans un état de demi-conscience. Des amis le trouvent et appellent aussitôt une ambulance. Le moribond est conduit à l'hôpital le plus près. Donc, à un moment donné, j'ai eu conscience que j'étais plugué sur des machines, que j'étais à l'urgence. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que tout s'est assombri. Tout s'est assombri comme un voile qui tombe sur la lumière, sur la réalité, sur le monde. Et là, à un moment donné, je me suis ramassé dans le noir total, complet. Où est-ce que je ne me voyais même pas moi-même, là? Il n'y avait absolument rien. Et laissez-moi vous dire que dans cet état-là, j'ai eu peur. Et là, c'est là que j'ai vu un petit point, tout petit, mais très lumineux. Et ce point s'est agrandi pour m'encadrer. Je sentais de l'énergie et j'étais attiré dans cette lumière-là. Alors, comme je n'avais pas d'autre endroit où aller, d'autres chemins, d'autres issues, moi, j'ai monté dans cette lumière-là. Je me suis en allé là-dedans. Et moi, dans ma tête, c'est clair, là, j'avais la conscience que je venais de quitter mon corps, que j'étais plus dans la réalité, que là, je m'en allais vers autre chose. Alors, pour moi, je me disais dans ma tête, je viens de réussir, je viens de mourir, je me suis suicidé, puis là, je m'en vais vers la mort. Dans cette lumière éclatante, où Daniel sent un amour inconditionnel, des personnages apparaissent bientôt. Des êtres vêtus de tuniques éclatantes. Daniel poursuit son voyage, avançant vers la lumière. Et ces personnes ont discuté entre elles. À un moment donné, il y en a un qui s'est retourné, le même. Et il m'a dit, tu vas retourner dans ton corps, aller remplir ta mission. Et c'est lui qui m'a retourné. Et je suis redescendu dans cette lumière vers mon corps. Et avant de réintégrer mon corps, je me suis retourné et j'ai dit seul, je n'y arriverai pas. Et il m'a répondu, on va t'envoyer quelqu'un. Et j'ai réintégré mon corps, pas par ma propre volonté. Et là, je me suis levé carrément dans mon lit, dans la réalité, et l'infirmière était là, et je lui ai dit, j'ai vu Dieu. Pour Daniel Tremblay, l'expérience l'a mené à reconsidérer toute sa vie. Le Daniel Tremblay d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Daniel Tremblay de jadis.
Des transformations comme la sienne sont fréquentes chez les survivants d'une expérience de mort imminente. L'individu qui a vécu cette expérience-là a comme la certitude qu'il était véritablement mort. Et très souvent, les gens ont même hâte, d'une certaine façon, de retourner là où ils ont été. Ils deviennent donc très, très aimants et beaucoup plus respectueux par rapport très souvent aussi à l'environnement. Donc, ils ont l'impression que, finalement, tout ce qui existe sur Terre ou dans l'univers fait partie d'un tout unifié qui origine d'une même source. Et très souvent, ils vont identifier cette source-là à l'être de lumière qu'ils sont rencontrés. Dans son livre « L'autre côté des choses », la comédienne Lise Thoin raconte son aventure aux portes de la mort. En 1985, de retour de voyage en Europe, elle est foudroyée par une grave infection virale, une virémie. Le mal se communique à tout son organisme. Les médecins n'arrivent pas à stabiliser son état qui ne cesse de se détériorer. Soudain, toute sa conscience bascule. Le 24 juillet, à 11h30 du soir, j'ai fait ce qu'on appelle une mort clinique. Une expérience de mort imminente. Absolument, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Évidemment, en 85, moi, je ne connaissais rien à tous ces phénomènes. Je n'en avais pas entendu parler, sauf que quand ça nous arrive à nous, c'est bien évident que c'est réel et que surtout ça change tout. Vous savez, Marcel, quand on est adolescent, on se pose des questions sur la vie. Hein. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est la vie? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a avant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que la vie continue? Toutes ces questions que nos ancêtres, dans des grottes au moment de la préhistoire, se posaient en regardant les étoiles. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Et toutes ces questions-là, après cette mort clinique, me sont revenues à la mémoire en me disant, mais pourquoi je suis ici? Et j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose dans ce moment d'absence. La comédienne a depuis délaissé la télévision et le cinéma. Elle se consacre désormais à l'aide aux enfants malades. Ces transformations ne sont pas uniques aux survivants de mort imminente. On retrouve ces mêmes changements auprès de survivants de maladies graves ou chez les gens ayant survécu à des catastrophes. La grande différence entre les survivants de morts imminentes ou les autres groupes de survivants, c'est la profondeur de la transformation. Ces gens ne se sont pas seulement découverts de nouvelles vocations humanistes, ils jettent aussi un regard serein sur la mort. Gilles Bédard a fait l'expérience de l'au-delà. Durant son séjour entre les deux mondes, il a entendu la musique céleste. Ces mélodies l'ont tellement impressionné qu'il s'est consacré par la suite à une carrière musicale. De 1982 à 1997, il a été l'un des principaux artisans de la musique instrumentale contemporaine et nouvel âge au Québec et sur la scène internationale. Mais c'est surtout la découverte de la musique de Steve Roach, un musicien américain, qui va le révéler à lui-même. Au bout de 10 ans, j'ai entendu dans les albums, les nombreux albums que j'ai reçus pour l'émission, la musique de Steve Roach. L'album, c'est Structures from Silence. Et là, c'est que tout à coup, j'ai été replongé dans l'événement comme tel, et c'était ce qui avait été le plus proche de cette respiration-là. 5 ans plus tard, lorsque j'ai rencontré Steve Roach, j'ai parlé avec lui de ce que cette musique-là m'avait touché particulièrement et ce que ça me faisait vivre. Et c'est là qu'il m'a raconté qu'il avait vécu également ce même type d'expérience-là. En motocross, il était champion de motocross. Donc, ça y était arrivé, il s'est retrouvé dans la lumière et a entendu cette musique-là. Et là, ça a été le début. Dans les premiers temps, c'est plus la quête du son. Maintenant, c'est comme la quête de soi parce que tu as retrouvé cet espace-là. Donc, c'est de cultiver. Parce que au début, t'es complètement, c'est comme tu découvres, t'sais. Donc, t'as aucune piste, aucun point de repère, mais c'est tout simplement de l'exploration. C'est comme il y a quelque chose qui t'appelle.
Et ça m'a amené à développer un travail. Avec la publication en 1975 de son best-seller « La vie après la vie », le docteur Raymond Moody a ouvert le débat sur la réalité des expériences de mort imminente. Le phénomène a soulevé une telle curiosité populaire que l'élite scientifique n'a eu d'autre choix que de s'y intéresser. 30 ans plus tard, une foule d'hypothèses a été avancée. Ces visions pourraient s'expliquer par des endorphines sécrétées par le cerveau au moment de la mort clinique. Il pourrait aussi s'agir d'hallucinations provoquées par le manque d'oxygène au cerveau ou par l'apport artificiel de drogues psychotropes. Malheureusement, aucune de ces propositions n'explique l'ensemble des phénomènes décrits lors des expériences de mort imminente. Qui plus est, des travaux comme ceux des docteurs Parnia et Fenwick démontrent que ces visions ont une source qui, apparemment, échappe aux sciences neurologiques. Doit-on alors parler de l'âme? Difficile à dire. La réponse pourrait bien plus venir de la philosophie que de la médecine. Les chercheurs dans le domaine n'essaient plus véritablement de démontrer que la NDE est réelle, bon, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau-là, beaucoup de rapports un peu partout à travers le monde entier. Maintenant, on essaie plus de comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau en lien avec ce genre d'expérience-là, quelles sont les conditions qui permettent l'émergence de la NDE. Dans mon laboratoire, par exemple, présentement, on fait une étude où on utilise 2 techniques d'imagerie cérébrale qu'on appelle la résonance magnétique fonctionnelle et l'électroencéphalographie quantitative. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'examiner dans le cerveau qu'est-ce qui est changé chez ces individus-là comparativement à la population générale, par exemple. Et un projet international qui est en train d'être mis sur pied, j'y participe avec le docteur Van Lommel, Parnia, Fenwick, docteur Moody aussi, c'est qu'on veut essayer d'investiguer une population d'individus qu'on sait qui vont vivre un arrêt cardiaque. Donc, il y a des individus qui, bon, par exemple, doivent être opérés, on doit les plonger en état de mort cardiaque, ce dont je parlais tout à l'heure dans le cas de Pam Reynolds. Alors, ces individus-là, on voudrait les caractériser sur le plan psychologique, avec des outils, des échelles, faire des mesures aussi au niveau biologique, par exemple au niveau du fonctionnement cérébral, même des mesures au niveau du système immunitaire, même et aussi au niveau de l'expression de certains gènes reliés au fonctionnement du cerveau. Et on ferait ces mesures-là avant et après l'arrêt cardiaque chez des gens qui ont rapporté la NDE. Donc ça, c'est un projet qui est en train d'être mis sur pied présentement, qui intéresse beaucoup la fondation Fetzer aux États-Unis, qui pourrait s'investir là-dedans financièrement. Un autre projet qui est vraiment très important pour la question des rapports esprit-conscience, c'est de démontrer la véracité des perceptions hors du corps en état de mort clinique lorsque le cerveau ne fonctionne plus. Donc, chez la même population d'individus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer différentes cibles, des cibles électroniques, au niveau de la salle d'opération. Et on va voir si les gens qui disent avoir une expérience hors du corps durant l'état de mort clinique sont capables d'aller identifier les cibles en question. Les cibles vont être des symboles, des lettres, des chiffres, par exemple. Et donc, on va essayer de vérifier cette possibilité pour démontrer que l'être humain n'est pas un robot biologique complètement réduit ou assujetti à sa biologie, mais que la conscience de l'être humain, son identité profonde, est capable de subsister à la mort physique, capable d'exister à l'extérieur du corps lorsque le cerveau ne fonctionne plus. L'étude des morts imminentes se pose à 2 niveaux, scientifique et humain. Dans tout ce débat de la NDE, donc ceux qui essaient de voir une vision de l'au-delà et la médecine ou la science qui nous dit que tout ça pourrait être des images créées par le cerveau, on comprend que le phénomène lui-même demeure très attrayant pour le public en général parce qu'il ouvre la porte à une possible survie de l'âme après la mort et la mort reste notre plus grande angoisse. Dans le plus concret, on peut dire à tout le moins que si on regarde de quelle façon les expérienceurs ont réagi à leur expérience eux-mêmes, bien alors on comprend que si la NDE n'est pas une explication ou une porte nécessairement ouverte sur l'au-delà, elle est peut-être à tout le moins
le secret d'une meilleure humanité.